merci d'avoir choisi Cam10 Télévision. Bienvenue à votre émission, le Prime du soir. Émission adossée sur l'actualité au Cameroun. C'est vrai que d'entre deux jeux, il pleut des cordes. Il fait pas très beau temps en ce moment dans la ville de Yaoundé. Les populations se démerdent tant bien que mal à réussir à s'en sortir face aux affres de cette pluie-là, qui on espère n'a pas causé des dégâts assez importants dans les foyers, dans les familles, un peu partout dans la ville de Yaoundé. Nous parlerons ce soir du président de la République du Cameroun à la faveur de la sortie de ce grand ouvrage, Paul Biya, le disque dur, les œuvres du chef de l'État du Cameroun, avec tout ce qu'il a fait depuis son accession à la magistrature suprême, le 6 novembre 1982, quelques faits saillants, et qui ont d'ailleurs guidé le Cameroun, qui est un véritable havre de paix à partir des éléments produits par le chef de l'État, dont la résilience de l'économie du Cameroun et la mise en place des infrastructures qui accompagnent notre pays à l'horizon 2035. On en parle ce soir dans le cadre de ce programme. On va également évoquer cette, disons plutôt cet acharnement entre guillemets des ONG et autres organisations contre l'armée du Cameroun à la lumière pour ces ONG-là, des exactions commises dans les régions du Cameroun inquiétées, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malgré cela, on essaiera de comprendre pourquoi ces ONG en veulent tant à l'armée camerounaise. Pourtant, sur le terrain, des faits sont perceptibles en termes de défense, en termes de sécurité et des populations sur le plan local, et l'armée qui fait un travail impressionnant, incroyable pour rassurer les populations dans ces parties du Cameroun. L'international va nous intéresser ce soir. Le Sénégal, tout semble revenir à la normale. L'opposant Ousmane Sonko est déjà dehors, il est en liberté, mais malheureusement il reste inculpé pour le chef d'accusation porté contre lui. On parle de viol. Également, à sa sortie des services de la gendarmerie nationale, il appelle à une mobilisation générale, mais de manière pacifique. Il dit également que le président Macky Sall du Sénégal ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024 dans son pays. Nous éplucherons tous ces sujets ce soir avec nos invités. Ils prennent place progressivement. Je reçois Alvin Ateba, il est politologue. C'est un Camerounais comme vous et moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je dis bonsoir à vos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici à votre programme. Merci bien de nous retrouver aussi. Cam10 Télévision, c'est chez vous, c'est votre chaîne de télévision. Vous intervenez avec les Camerounais sur les questions sensibles de société. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous ce soir. On parle du Cameroun, notamment à l'entame de cette émission. On va évoquer le chef de l'État du Cameroun qui, depuis le 6 novembre 1982, fait des prouesses assez remarquables au-delà de secousses qu'il a connues dans notre pays, 90, 1990, 2008 avec les émeutes de la faim, et puis tout récemment encore des marches enclenchées par quelques formations politiques qui n'avaient pas accepté les résultats des urnes. Quelle lecture faites-vous? C'est vrai qu'on ne peut pas brosser totalement les œuvres accomplies par le chef de l'État du Cameroun, mais il y a quand même des clichés qui vous intéressent dans cette lignée-là. Bon, ce que je peux vous dire déjà, c'est que lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir le 6 novembre 1982, c'est dans un climat d'incertitude. On a en face de nous un homme qui certes a roulé sa bosse, mais qu'on n'a pas connu à un si haut sommet de l'administration de l'État ou de la direction de l'État ou du management de l'État. Donc on attendait de voir comment cela allait se passer. Déjà, il y a eu un enjeu au niveau du parti au pouvoir. Il fallait renouveler la classe politique pour qu'elle corresponde étroitement, n'est-ce pas, aux visions du nouveau chef de l'État. Donc il y avait également qu'il fallait continuer une œuvre développementale qui avait été entamée par Ahidjo dès les années 70, et par la suite il fallait que le Cameroun soit accompagné sur le plan sociopolitique au niveau de la socialisation des acteurs, au niveau de la formation des uns et des autres, au niveau de l'épanouissement des populations. Donc tout cela a été intégré dans le discours présidentiel, dans la philosophie présidentielle, et à un moment donné vous avez eu l'impression que c'était toute une idéologie qui conduisait l'action du président Paul Biya. Par la suite, nous avons eu les effets pervers du push manqué de 1984, du 6 avril 1984, qui semble avoir changé un tout petit peu la trajectoire développementale du Cameroun. Les ressources qui étaient très souvent mobilisées pour le développement socio-économique ont été
d'une manière ou d'une autre orienter un tout petit peu vers la sécurisation de l'État. Et c'est ce qui fait que, avec cette sécurisation de l'État, le Cameroun a traversé les années de braise avec une certaine sérénité, malgré qu'on pouvait compter ça et là des zones des zones de ville morte. Et par la suite, le Cameroun va plonger pieds et mains liés entre les mains de Bretton Woods, avec la crise de l'ajustement structurel. Cette crise économique a fait en sorte que, d'une manière ou d'une autre, la résilience avec laquelle le Cameroun a conduit ses activités économiques nous a permis, n'est-ce pas, en 2006, de sortir de ce rouleau compresseur et avec l'initiative PPTE. C'est donc comme cela que la crédibilité internationale du Cameroun ayant été retrouvée, nous avons pu donc, dès 2010, enclencher un certain nombre de projets structurants. Je vais également être avec vous dans cette même dynamique et puis voir qu'en 1994, avec la dévaluation du franc CFA, on estimait que les économies africaines vont tomber et que forcément les hommes d'État qui dirigent les pays africains auront du mal à stabiliser leur pays. Mais le Cameroun a réussi quand même tant bien que mal à sortir, à se positionner et à être parmi les États à travers la résilience qui essaie tout de même d'assurer le minimum dans en termes de crédit, malgré les recommandations du Fonds monétaire international qui visent notamment éviter par l'État la subvention des carburants à la pompe, la réduction du train de vie de l'État, entre autres, sont quand même des faits qui ont donné raison au chef de l'État camerounais. Oui, des faits qui lui ont donné raison, simplement parce que nous avons su d'une manière ou d'une autre gérer la manne pétrolière dès les années 70. La manne pétrolière n'a généralement pas été budgétisée. Lorsqu'elle est mise dans la caisse de stabilisation, c'est justement pour que les prix à la pompe soient équilibrés. Et lorsque les prix à la pompe sont équilibrés, nécessairement, les prix également des denrées alimentaires vont connaître une certaine stabilité, ce qui permet, n'est-ce pas, aux Camerounais moyens d'assurer un certain minimum vital. Donc, c'est autant de choses qui ont fait en sorte que nous puissions nous en sortir. Et lorsqu'on lance les projets structurants, c'est justement pour que ces projets-là structurent l'activité économique, structurent les PME, structurent un certain nombre d'idées entrepreneuriales, de telle sorte que les uns et les autres qui ont des idées en termes de développement, en termes d'innovation, en termes de création, puissent, n'est-ce pas, s'épanouir. Donc, c'est là l'un des plus grands enjeux qui est en train de se jouer avec les différents projets qui sont lancés. Parce qu'il y a le fait que la catégorie productive, le secteur privé national doit pouvoir se lancer. Et nous reviendrons, on va rester dans la même thématique en essayant de comprendre aussi davantage quelles sont les forces et peut-être les faiblesses de l'économie camerounaise sous l'ère du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Merci à Alvin Ateba d'être avec nous ce soir. Je souligne que vous êtes politologue et que vous vous intéressez aux questions politiques justement et économiques de notre pays, le Cameroun. Merci une fois de plus d'être avec nous. C'est un jeune qui nous assiste depuis quelque temps dans le cadre de ce programme. Il est homme politique, il est également diplomate. Il a choisi d'être avec nous ce soir. Janvier Mbala Efa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs. Je salue particulièrement une amie, une très grande amie, Coralie Manuela Ndanga, qui, lorsque vous m'avez envoyé le message tout à l'heure que je devais paraître à cette émission, a vite fait d'ancrer dans certains logiciels pour m'envoyer des éléments de réponse que je n'avais pas. Donc je lui ai dit que je devais lui faire un coucou sur le plateau. Et je salue également les téléspectateurs et également mon cher Coupanélis. Je suis très heureux d'être ici une fois de plus ce soir. Merci bien, ils sont de plus en plus nombreux à être avec nous sur les antennes de Cam10 TV, sur différentes plateformes, et nous sommes repartis pour être non seulement une télévision de proximité, mais une télévision qui écoute et qui travaille avec le grand public camerounais, une télévision jeune. Le chef de l'État a demandé à la jeunesse d'oser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et nous accompagnons notre pays. L'émergence du Cameroun est donc tablée pour l'horizon 2035. Vous restez avec nous, mais évoquons une question qui a trait à l'avancée significative du Cameroun ces dernières années. Le Cameroun évolue, le chef de l'État prend des décisions assez importantes ces derniers temps. Lorsqu'on parcourt, lorsqu'on regarde la trajectoire du président Paul Biya, à votre avis, quel est l'élément central dans la gestion des affaires de l'État qui vous a beaucoup le plus marqué? Soit ça peut être en économie, ça peut être en politique, ça peut être en société, mais on peut s'arrêter aussi en politique avec la stabilisation des institutions et surtout la mise en place d'un cadre de concertation et avec les pouvoirs publics et avec la société civile entre autres. Ce sont quand même des faits qui aujourd'hui marquent son magistère.
Je commencerai par dire que le président de la République, c'est un monument, président Biya. C'est quelqu'un qu'on a besoin pour l'Afrique, pour le développement, pour l'émergence de l'Afrique. Au travers de réalisations qu'il a su, par son dynamisme multidimensionnel, même plurisectoriel, mettre sur pied. Je vais revenir sur la démocratie. Il avait dit dans l'un de ses discours, si on me demande qu'est-ce que j'ai apporté à mon Cameroun, je dirais la démocratie et la paix. C'est là où c'est dans ce cadre que je vais me situer dans le cadre de cette émission. Les institutions sont fortes, elles sont connues. Il y a la paix. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des petits mouvements qui essayent de se créer, mais la paix et la démocratie sont des enfants que Paul Biya a laissés au Cameroun. Et surtout le président de la République a aussi dans son actif, il est encore là, il est au Cameroun, un pays prospère, un pays dans la stabilité et surtout dans la démocratie, avec l'ouverture démocratique qui voit la mise en place depuis 92 de plusieurs formations politiques à travers le multipartisme qui avait été réclamé par ces différentes formations politiques. Mais je voudrais vous interroger avant de sortir avec vous sur la question politique. Est-ce que le jeu politique au Cameroun, à votre avis, est-il bien mené? Est-ce que le jeu politique permet à une opposition de plus en plus responsable, il faut le dire, parce que si pas toutes les formations politiques de l'opposition, le Cameroun c'est pratiquement 318 partis politiques, ce ne sont pas tous ces partis politiques qui appellent au boycott ou alors qui appellent à descente dans la rue. Est-ce qu'à ce niveau, le chef de l'État a réussi à ce niveau qu'on peut appeler comme étant le pluralisme politique? Je le dirais sans réserve et sans risque de me tromper. Le président de la République a réussi. Le problème politique au Cameroun, c'est un problème d'homme, c'est un problème de structure. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, quand on y rencontre près de croissants et poussières de partis politiques, lors des jeux ou bien des élections politiques, Sénat, Assemblée nationale, mais présidence de la République, on a une certaine facilité à comprendre qu'en réalité, nous ne faisons pas de la vraie politique. Ou alors les partis de l'opposition ne font pas de la vraie politique. La vraie politique, c'est quoi? Je ne voudrais pas me vanter les mérites du RDPC, mais il faut le reconnaître sans risque de se tromper que le RDPC est ce parti qui a su mener une stratégie politique qui permet à ce qu'elle soit représentée dans toutes les 360 communes, dans tous les 58 départements, dans les 10 régions du Cameroun. Donc ce sont ces petits éléments-là qui poussent à dire, c'est pas le président Biya. Est-ce que ce n'est pas cette enveloppe assez ouverte, assez consistante, ou alors cette volonté manifeste de contrôler toute la sphère politique au Cameroun? Je ne pense que le cas des dernières élections au Cameroun qui ont trait au régional, pratiquement 9 régions sont contrôlées par le RDPC. Est-ce qu'en ce moment, même si on dit qu'il y a certaines formations politiques qui n'ont pas cru devoir prendre part à ces sollicitations... La politique n'est pas l'univers des doux sentiments. C'est le plus fort qui gagne. Et c'est le président, il va vous dire, bon, je vais vous donner tel... Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut gagner. C'est le plus fort qui gagne, comme je le disais tantôt. Donc, il n'y a pas de pitié. C'est pas des enfants de cœur. Si vous êtes organisé, vous allez gagner. Si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas gagner. Et le président souhaite que vous ne soyez pas organisé, que vous vous présentez croissant à l'élection présidentielle pour que lui continue de ramasser. C'est de la stratégie politique et je continue de le dire. Le président de la République, pour moi, reste un monument. Après sa mort, on doit en tout cas, créer des actions qui vont faire... Le chef de l'État est encore en place. Peut-être forcément il nous regarde en ce moment sur Cam 10 TV. C'est un honneur pour nous de parler des monuments. Vous savez, en Afrique, on s'est conservé nos parents, ceux qui ont beaucoup travaillé pour nous, et nous sommes prêts à les accompagner, quelles que soient les circonstances, mais beaucoup plus faire part des œuvres qu'ils ont laissées, parce qu'il y a des générations futures qui viennent. Merci Janvier Bala pour cette réaction. On va sortir, c'était juste un sujet d'entrée pour essayer de comprendre. C'est un sujet que nous avons proposé à la faveur de l'arrivée dans ce studio de Joseph-Marie Elundou. C'est un journaliste qui a commis un ouvrage et qui l'a dédicacé il y a quelques jours. Il parle de Paul Biya, le disque dur. On aurait naturellement souhaité qu'il arrive dans ce studio, mais on peut mettre son absence à la faveur du climat qui n'a pas été relativement serré avec ces cordes qu'il a plu dans la ville de Yaoundé. C'était difficile, un embouteillage, on n'en peut finir, donc quelques artères de la ville, peut-être
ce qui peut justifier son absence jusqu'à cet instant précis dans ce studio. On espère qu'il nous rejoindra peut-être avant la fin de l'émission pour qu'on revienne encore sur cet ouvrage assez important qui est à la disposition de l'ensemble des Camerounais. On va sortir de ce sujet d'entrée. Je voudrais comprendre, Alvin, tel que c'est parti, qu'est-ce que les Camerounais doivent retenir du chef de l'État et quelles sont les perspectives qui démontrent effectivement qu'on laisse un pays prospère avec naturellement cette force et cette jeunesse qui est appelée à se réinventer et à créer des opportunités pour elle-même. Je pense que l'un des premiers aspects très importants, c'est celui de la socialisation. Socialisation dans la formation idéologique, dans la formation des idées, dans la formation, n'est-ce pas, des cadres. Et l'un des aspects les plus importants également qu'il faudrait retenir, c'est que l'avenir peut trouver des pieds d'attente. Ces pieds d'attente-là sont les différents projets structurants. Parce que ces projets structurants, même si on peut apporter quelques critiques, ils sont des éléments importants pour pouvoir émerger. C'est vrai que nous ne sommes pas encore prospères, mais nous serons sur la voie de la prospérité si ceux qui reçoivent ces pieds d'attente en font un bon usage. Et cette jeunesse-là est celle qui est la plus appelée, n'est-ce pas, à prendre conscience des enjeux d'avenir qui se jouent dès maintenant. Des enjeux d'avenir, comme vous le dites si bien, mais il y a encore un petit souci parce que les jeunes parfois ne se retrouvent pas beaucoup. C'est vrai que le plan triennal jeune, qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA, a été lancé par le chef de l'État du Cameroun, mais les jeunes ont comme l'impression qu'ils ne sont pas totalement pris en compte, même s'il y en a certains qui bénéficient de ces appuis, mais on pense que la jeunesse en elle-même, non seulement elle est appelée à se battre, mais que le fait de ne pas trop se ressentir dans les sphères du pouvoir, dans la gestion des choses, le président de la République a dit, on commence par les régionales, on a commencé par les municipales et législatives, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans la gestion des affaires politiques à l'Assemblée nationale et même dans les différentes municipalités. Est-ce que ce n'est pas un début de considération et de prise en main des affaires face à cette jeunesse et peut-être de l'accompagnement qui pourrait être celui des pouvoirs publics à l'occasion? Je pense qu'il y a deux principaux leviers, le levier politique et le levier économique. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans le levier politique, vous devez quand même vous retrouver dans le levier économique. Donc tout le monde ne sera pas député, tout le monde ne sera pas représentant de la nation, mais beaucoup peuvent devenir des acteurs de développement, des acteurs économiques, des acteurs privés qui peuvent se lancer dans les affaires. Et je pense que la manière avec laquelle je vois les jeunes se déployer, malgré les difficultés énormes dans lesquelles les familles se retrouvent sur le plan économique, est déjà un élément très important. Donc si les moyens sont appuyés, si les éléments dont ils ont besoin en termes de structuration, en termes d'énergie, en termes de force sont également appuyés, je pense que nous sommes bien partis. C'est un vœu, c'est un souhait que nous soyons bien partis. La jeunesse, qu'elle ait véritablement une prise en main. Janvier, au sortir de cette thématique assez intéressante qui rebrosse un tout petit peu tout ce qui, ou alors les éléments assez importants sur lesquels le chef de l'État s'est appuyé, est-ce qu'on peut rester dans l'espoir pour cette jeunesse? Parce que le président l'a dit, au soir du 10 février 2021 dernier, il a demandé aux jeunes d'oser, il a donné les points, il a dit le nombre d'emplois qui a été créé par les pouvoirs publics pour accompagner cette jeunesse. Là, il a également dit toute sa volonté d'accompagner cette jeunesse camerounaise. Est-ce qu'il y a lieu de s'asseoir ou alors de s'adosser sur l'espoir quant à l'avenir de la jeunesse au Cameroun? Il y a espoir. Pourquoi ne pas avoir espoir? Il y a espoir, pourquoi? Parce que le président de la République a mis sur pied un certain nombre de programmes qui visent à accompagner la jeunesse du point de vue économique à travers le PTS Jeune, estimé à près de 102 milliards de francs CFA. Le problème de la jeunesse, c'est la jeunesse. Excusez-moi de le dire. J'étais à une conférence dans une école, j'étais conférencier dans une école que je vais taire le nom. J'ai demandé à un jeune, j'ai dit, toi, qu'est-ce que veut dire, c'est-à-dire, es-tu au courant que le président de la République a mis sur pied une enveloppe budgétaire qui permettra à ce que qui permettra d'appuyer l'activité économique de la jeunesse? C'est à peine qu'il savait. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos de la communication aussi dans ces organisations? Parce il y a un problème de communication, mais également il y a un problème. La jeunesse, je ne veux plus apprendre. Lorsque j'arrive à la maison à 20 h, je dis à mes petites soeurs, mettez le 20 h crâne. C'est comme si
C'est moi qui suis venu. Bon, c'est que les jeunes sont plus ouverts à la facilité. Tout à fait. Il faut puis, se il y a une le dire. On peut se plaindre dans les réseaux des sociaux. affaires politiques au Cameroun. Plaindre, on veut. Mais on a également un problème. Très peu de jeunes pensent à leur avenir. Très peu de jeunes se soucient pleinement de leur Est-ce que ça ne relève pas d'un problème d'éducation en interne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez éduqué votre famille dans le sens du respect de la chose publique, dans le sens de la moralité, dans le sens du devoir citoyen des uns des autres? Il y en a qui s'en foutent totalement de la morale. Il y en a qui ne savent même plus que dans notre pays, il existe une levée de couleur. Ce matin, je suis arrivé quelque part. Quand j'ai vu on levait le drapeau, je me suis arrêté de manière, je vais dire spontanément, parce que je sais ce que c'est. Mais il y en avait qui marchaient partout, des mototaximens juste à l'entrée. Mais on leur disait, mais c'est la levée des couleurs. Lorsqu'on exécute ce moment assez important, on doit s'arrêter, marquer un temps d'arrêt, le temps que le drapeau soit bien posé sur le mât. Est-ce que ça ne commence pas par là au niveau des familles? Il y a ce problème d'éducation. L'éducation au niveau de la famille et l'éducation au niveau de l'école. Mais le problème que vous relève beaucoup plus de l'éducation au niveau de l'école. L'éducation civique et morale, c'est à peine si elle est encore enseignée dans nos établissements et dans nos écoles primaires. Ce sont des éléments de base. En 2019, j'ai mis sur pied le programme d'appui à l'éducation pour l'enseignement patriotique et le développement personnel qui visait à éduquer socialement et même civiquement la jeunesse. C'est un programme qui a porté ses fruits. Pas à 100%, il faut se le dire, mais c'est un programme qui continue d'être mis sur pied pour accompagner la jeunesse de sorte à ce qu'elle soit consciente des défis à relever, de sorte à ce qu'elle puisse apporter sa pierre à la construction d'édifices publics. Et pour la jeunesse politique, c'est une demande que je veux faire au président. Je voudrais, c'est mon plus grand souhait, qu'il me suive de par cette émission. Il faudrait renforcer les institutions de sorte à ce que les jeunes soient mieux impliqués. Vous avez parlé des législatives, des municipales. Ils sont combien? Pour moi, la jeunesse, c'est pas 35 ans. Le président de la République a été ministre à 27 ans. Le ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs était ministre à 24 ans. Plusieurs personnalités ont eu la grâce de travailler un peu plus tôt. Bien évidemment. Dans la sphère il y a une certaine rage qui se crée au niveau de certaines sphères de la jeunesse où les jeunes ne veulent plus se voir à 27 ans dans leur famille, réclamant encore le manioc avec les petites soeurs. Donc les jeunes veulent avoir des responsabilités. Il faut se le dire clairement et posément. Les jeunes veulent des responsabilités. Les jeunes veulent être des ministres comme le président de la République. Il a été à 28 ans. Ils veulent être des secrétaires d'État. Mais sauf que les réalités ne sont plus les mêmes. Pourquoi les réalités ne devaient plus être les mêmes? Le temps n'est pratiquement plus le même. À une époque, on avait affaire à des hommes assez consciencieux, travailleurs. Mais ce que je l'ai dit, il en reste des jeunes. Je continue de parcourir le Cameroun, je vous assure, il y a des jeunes qui sont même parfois plus conscients que certains membres vous avez vu ce qui se passe dans les lycées aujourd'hui au Cameroun? Non, mais le lycée, c'est... Vous avez vu les jeunes dans les espaces publics allons dans les qui consomment n'importe quoi et qui consomment des... Allons dans les universités, allons dans les grandes écoles, allons à l'université de Yaoundé. Vous allez voir, il y a des jeunes qui ont cette niaque de vouloir apporter leur pierre à la construction des défis, mais ils n'ont pas de moyens institutionnels, ils n'ont pas de moyens d'accompagnement. Je pense que le président de la République, pour avoir un 20 sur 20, pour tout le long de sa mandature, doit accompagner les merci bien. En tout cas c'est sa volonté. C'est sa volonté. On va, le temps de sortir de cette première thématique, on va tout de même faire un tour dans la région du littoral, à Douala. Stéphane Zesse, il est journaliste et nous y attend depuis quelques minutes. Stéphane, bonsoir, bienvenue. Quelle est l'actualité dans la capitale économique du Cameroun? Et puis un point, une observation sur le chef de l'État du Cameroun qui mène de main de maître le pays et qui a garanti une stabilité jusqu'à cet instant précis dans notre pays, le Cameroun. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vous à Douala. Bonsoir à tous vos panélistes. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres à l'occasion de Médiacratie. Eh bien, nous parlons ce soir du chef de l'État et de sa gouvernance. J'ai remarqué qu'il y a sur votre plateau un défenseur du chef de l'État, on va le dire ainsi, ou alors du RDPC. Je salue d'ailleurs Monsieur Alva Ateba, qui est un chercheur reconnu par la communauté scientifique camerounaise et même internationale.
Je voulais dire en soulignant ou alors en saluant toutes ces personnes sur votre plateau, je voulais dire simplement que le chef de l'État aujourd'hui, je ne sais pas s'il a véritablement besoin qu'on fasse toute une émission pour le défendre ou alors pour expliquer ce qu'il a eu à faire jusqu'ici. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les Camerounais aujourd'hui par millions sont en train de quitter le pays pour essayer d'aller chercher fortune ailleurs. Les établissements scolaires sont bondés. Vous pouvez faire un tour dans les quartiers qui jouxtent justement votre station de télévision pour vous rendre compte que ceux qui ont la chance d'aller à l'école, ils sont 100, 180, voire 200 parfois par salle de classe. Dieu merci, la Covid-19 est venue et a obligé un tout petit peu à revoir la manière de l'organisation au sein des établissements scolaires, mais jusque-là, ce n'est pas la distanciation respectée. Les enseignants du primaire broient du noir tous les jours. Il y en a qui sont obligés d'abandonner la craie, c'est-à-dire lorsqu'ils ont le matricule, ils abandonnent la craie pour aller chercher les marchés publics ou alors faire d'autres activités. Vous avez vu des journalistes, des éminents journalistes de la télévision nationale qui se retrouvent à faire dans les marchés publics et autres. C'est vous dire que je pense pas qu'on ait besoin d'autres choses pour faire le bilan du magistère, du chef de l'État. La misère dans laquelle les Camerounais croupissent aujourd'hui est suffisamment illustrative pour donner de voir qu'effectivement il y a eu des ratés à plusieurs niveaux. Il y a eu des ratés au niveau de l'éducation, il y a eu des ratés au niveau de la santé quand on se rend compte que les ministres de la République du Cameroun ne peuvent pas se soigner, ne serait-ce qu'un mal de doigt dans un hôpital de la République, des hôpitaux qui font peur lorsque vous y allez aujourd'hui plutôt que de vous rassurer à proprement parler. Donc, je ne sais pas, Serge Bondier, si je continue de dresser ce chapelet désastreux de faits plutôt regrettables dans laquelle nous baignons tous. Ce n'est pas parce que nous sommes sur un plateau de télévision très bien décoré et très bien illuminé comme le vôtre, Serge Bondier, qu'on va oublier que nous venons de quartiers qui n'ont pas de voie d'accès, que nous venons de quartiers où il n'y a pas d'alimentation électrique convenable, que nous venons de quartiers où il n'y a pas suffisamment d'eau pour alimenter les uns les autres et chacun se débrouille comme il peut. Donc c'est un peu tout cela le magistère d'un homme de pouvoir, qui plus est quelqu'un qui aura dirigé une nation comme le Cameroun depuis près de 40 ans aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres faits à souligner pour se rendre compte simplement que c'est regrettable. Et pour notre frère camerounais qui parlait du RDPC et de sa technique, de sa capacité à se mouvoir sur tous les départements de la République, j'aimerais lui rappeler qu'il n'y a pas un parti politique qui bat le record de ministres ou alors de militants tout simplement en prison, et pour parler singulièrement des ministres de la République qui ont géré les portefeuilles de l'État, de directeurs généraux et même des associés, des assimilés, je veux dire, qui croupissent aujourd'hui en prison du fait justement de la malgouvernance dont ils ont été coupables pour certains et pour d'autres dont la culpabilité est encore en cours de démonstration. Donc, je voudrais m'arrêter d'abord là pour dire, Serge Bondier, que manifestement, on n'a que de regrets. Stéphane Zesse pour cette contribution depuis la ville de Douala. Naturellement, on parlait de ce qui a été vrai. C'est vrai que Stéphane a eu l'occasion de relever quelques points qui n'ont pas été assez satisfaisants. C'est tout à fait normal. Tout ne va pas se construire en un seul tour de main. Vous savez, les démocraties en Europe, c'est plus de 400 ans. Et donc, il y a eu des batailles et finalement, on a abouti quand même à la construction avec des familles de pensée politique, ce qui n'est forcément pas le cas du Cameroun. Peut-être le temps nous donnera raison. Le Cameroun ou alors beaucoup de pays africains, ce sont des jeunes donc démocraties
aussi, hein, au lendemain des indépendances 1960, c'est encore là, c'est trop frais, assez constant pour qu'on pense qu'il y a forcément de grandes choses qui devront être faites à ce niveau. C'est vrai qu'il a indexé un peu Janvier Mbala sur la question. Je souligne simplement qu'il s'intéresse aux questions politiques, hein, il donne un avis, hein, sur le terrain. Il n'est pas militant du RDPC, contrairement à ce qui est avancé par Stéphane Dessay. En tout cas, ça nous permet d'accueillir le troisième invité dans ce studio ce soir. C'est le maire de la commune de Ngoumou, militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Baptiste Temungue nous a retrouvés contre vents et marées, malgré les cordes qu'il pleuvait dans la ville de Yaoundé. Bonsoir, monsieur le maire, et bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir à nouveau dans ce studio. Effectivement, l'entrée de la ville sous la pluie n'a pas été aussi rapide que je le prévoyais, donc heureusement j'ai rattrapé quand même l'émission en cours. Et surtout la première thématique qui avait trait au président camerounais Paul Biya, le disque dur. Quelle réaction, quel regard portez-vous? C'est vrai que c'est un regard assez panoramique. Le chef de l'État travaille depuis plusieurs années dans notre pays. Quel regard portez-vous sur les actes posés par le chef de l'État, tant sur le plan politique qu'économique? C'est vrai que la vision est assez profonde, mais on peut s'arrêter sur quelques faits assez intéressants, notamment des faits qui ont permis une certaine émulation sur le plan politique avec des formations politiques au lendemain de l'ouverture démocratique de 1992, entre autres, qui a donné l'occasion aux partis politiques de s'exprimer avec la mise sur pied du multipartisme. Je crois que la première caractéristique du président Paul Biya, c'est sa constance en tant qu'homme d'État, je dirais grand homme d'État. L'homme d'État ne naît pas en 82. Il faut être conscient que même sous le président Aïdjo, le bâtisseur de cet État à ses côtés, c'était déjà le président Paul Biya. Au fur et à mesure des fonctions, des très hautes fonctions qu'il a occupées, directeur du cabinet civil à l'époque qui était l'équivalent de secrétaire général d'aujourd'hui, qui a véritablement mis en place les fondations de l'État. Je vous rappelle que le directeur de cabinet civil à l'époque, c'est lui qui gérait tous les services de sécurité, de renseignement et en réalité qui était le vrai patron aux côtés du chef de l'État, de l'appareil d'État. Et ensuite, il a mis sur pied la structure actuelle qu'on connaît de la présidence de la République et même de l'État en général en créant les fonctions de secrétaires généraux et des ministères de la présidence de la République en leur donnant un contenu de pivot. Toutes les lois pratiquement sont passés de pro de loin de cette République entre les mains du président Paul Biya à tel ou tel titre. Donc c'est quelqu'un qui a servi l'État de la façon la plus noble, c'est-à-dire de façon désintéressée, et contrairement effectivement à la cupidité ambiante aujourd'hui et au fait que je peux être d'accord en partie avec l'intervenant, même s'il procède plus par inquisition que par analyse scientifique et structurée. Je suis d'accord avec lui qu'effectivement la cupidité caractérise aujourd'hui notre jeune État et que les fonctionnaires effectivement beaucoup se sont laissés aller à l'affairisme, ce que le chef de l'État a dénoncé depuis avant même qu'il ne soit chef de l'État et lui-même a montré cet exemple. Il n'a jamais été homme d'affaires. Je vois même aujourd'hui ceux qu'on qualifie de principaux opposants au Cameroun et qui nous donnent des exemples, qui donnent des exemples au président Paul Biya, sont des hommes d'affaires. C'est lui qui organise. C'est pas notre pan, mais je veux dire que quand on veut proposer l'alternative au président Paul Biya, il faut au moins partir d'où lui il a laissé la notion d'État. On ne peut pas être son alternative si on nous ramène plutôt à l'état sauvage, à l'état où le fonctionnaire est homme d'affaires. C'est le cas de celui qu'on appelle principal opposant, qui a gagné des marchés dans un ministère, qui a une entreprise, un cabinet, gagné des marchés, étant ministre délégué dans ce ministère. Donc ce n'est pas ça la notion d'état de Paul Biya. Lui n'a jamais été homme d'affaires et effectivement cette cupidité s'est généralisée. Si tous les fonctionnaires se comportaient ainsi, comme cet opposant, je crois que notre État serait 1000 fois ce que cet inquisiteur décrit. Donc le président Paul Biya est d'abord cette incarnation d'un exemple qui doit inspirer les nouvelles générations au-delà de la politique politicienne. Maintenant, faire son bilan, c'est quelque chose de très
complexe et qui ne devrait pas être simple parce que nous sommes un jeune État, nous avons des ressources très limitées, une démographie qui a été multipliée par 5 en 40 ans et tout cela nécessite des investissements et population qui, tout en augmentant de façon exponentielle, s'est regroupée, s'est urbanisée. D'ici peu, nous aurons 80% de la population habitant en ville et ça pose d'énormes problèmes structurels. Je crois que même si vous aviez des réserves de 100 milliers de milliards, ça ne suffirait pas pour du jour au lendemain régler ces problèmes sociaux, ces problèmes d'infrastructure. Mais le plus important, c'est que la nation avance et avance avec un certain nombre de valeurs. Et je reviens à ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui nous permettent de donner espoir aux jeunes générations si nous respectons vraiment ces valeurs. Merci. Les valeurs parmi lesquelles la paix, les valeurs républicaines qui voudraient à tous les coups accompagner le Cameroun, tout comme Camdis Télévision, la télévision républicaine au Cameroun qui est engagée à accompagner notre pays sur tous les plans et accompagner véritablement les Camerounais à sortir des difficultés à travers des programmes qui forcément intéressent le grand public et des programmes qui sont une plus-value dans la vie au quotidien. Ça nous permet cette fois-ci de sortir de ce sujet, d'entrer à aborder un autre sujet. Ce sont ces ONG internationales, parmi lesquelles Human Rights Watch et autres associations, qui ont tous les coups accusé le Cameroun dans le cadre de cette guerre imposée par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le rapport rendu public par Human Rights Watch indexe à plus d'un titre l'armée camerounaise. Albin Ateba, je reviens à vous sur cette thématique, parlant de ce rapport rendu public par Human Rights Watch. Finalement, on serait tenté de se poser la question de savoir que veulent finalement ces ONG au Cameroun, indexant l'armée camerounaise. Mais lorsque l'armée ou alors les soldats camerounais sont tués sur le théâtre des opérations, comme on le dit souvent, forcément on n'en parle pas. Mais lorsque l'armée régulière essaye de stabiliser, ça devient un gros problème pour les ONG qui traînent le Cameroun devant les juridictions internationales. Et finalement, on ne sait finalement plus à qui faire confiance. Vous savez, dans les stratégies, vous avez la face visible de l'iceberg et la face cachée. Lorsque vous avez la face visible, c'est justement pour flouer le regard ou la lecture des intentions réelles de celui qui vous présente la face visible. Or, tout se passe au niveau de la face cachée. Est-ce que toutes les ONG sont sérieuses? Est-ce que toutes les ONG sont engagées véritablement dans la question des droits de l'homme? Je pense que dans une lecture réaliste qui part de l'intérêt ou des intérêts des États, il n'est pas prudent pour le Cameroun ou pour les États africains de faire confiance à 100% aux activités des ONG ou aux intentions des ONG. Parce que les ONG sont les émanations des États, à la vérité. Même si elles relèvent des intentions d'acteurs privés qui les financent. Or, ces acteurs privés qui financent ces ONG gagnent leur marché par l'appui des États. Donc, les acteurs privés s'enrichissent par l'appui de leurs États. Et lorsqu'ils s'enrichissent par l'appui de leurs États, est-ce qu'ils serviraient d'abord les intentions idéales ou alors les intentions réalistes des États? La lecture réaliste voudrait que l'ONG soit l'émanation de la puissance d'un État. Et lorsque l'ONG est l'émanation de la puissance d'un État, l'ONG nécessairement sert les intérêts d'un État. Et dans cette perspective, lorsque vous regardez les rapports Nord-Sud et que vous faites une lecture centre-périphérie, est-ce qu'il est de l'intérêt du centre que la périphérie un jour devienne également un centre? Lorsque vous voyez la manière avec laquelle la puissance de l'armée camerounaise se déploie à l'extrême nord contre Boko Haram, au sud-ouest et à l'est, vous avez l'impression d'avoir affaire à des gens qui petit à petit sont au fait de la stratégie militaire. La meilleure façon de freiner d'une manière ou d'une autre les activités militaires de l'État afin qu'ils puissent mettre fin à ces menaces, c'est justement de raccourcir à un moment donné ces activités-là. Mais les ONG participent.
spécialement sur l'armée camerounaise, et sans à tous les coups ne pas s'intéresser, par exemple, aux séparatistes, à ceux qui commettent même les actes sur le terrain, ceux qui égorgent, ceux qui tuent, ceux qui créent la panique et sèment le trouble dans le quotidien des populations. Le rôle d'une ONG, justement, sur ce plan, c'est de dénoncer les exactions commises sur les civils. Maintenant, lorsque vous avez des séparatistes qui commettent des exactions sur les civils, ces exactions doivent pouvoir être dénoncées. Il ne s'agit pas d'avoir des dénonciations à tête chercheuse avec une fixation sur l'armée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les ONG participent de ce que, sur le plan scientifique, on appelle la guerre hybride. Dans cette guerre hybride-là, il s'agit de faire usage à la fois de la puissance douce et de la puissance dure, ou de la puissance forte. C'est-à-dire que les ONG qui sont considérées comme étant un élément de puissance douce participent à appuyer les stratégies qui vont agir sur la puissance forte des États. Lorsque un État est engagé stratégiquement contre un autre, ou une puissance est engagée stratégiquement contre une autre, elle use à la fois de sa puissance douce et de sa puissance forte. Et les ONG participent justement de cette stratégie de contrôle ou alors de domination des centres de puissance sur les périphéries des États que sont l'Afrique. Donc, lorsque j'ai essayé de déblayer ce pan théorique de la chose, maintenant sur le plan des faits, le Cameroun subit... En quelques secondes. Hein. Le Cameroun subit, ça c'est une vérité. Le Cameroun subit de la part des séparatistes. Les civils subissent de la part des séparatistes. L'armée a commis à un moment donné, du moins des éléments de l'armée ont commis à un moment donné des exactions. Ces exactions ont été portées devant les juridictions nationales. Les coupables ont été jugés et ont été punis. Chaque fois qu'il y a une bavure de la part des éléments de l'armée, cette bavure est portée devant les juridictions militaires. Et maintenant, on se rend compte que les ONG, n'est-ce pas, ont l'habitude de dénoncer également ces bavures-là. Mais lorsqu'il s'agit des exactions commises par les séparatistes, on a l'impression que ces ONG sont aveugles. Elles ne sont pas aveugles pour rien, parce que cela participe justement de la stratégie de ce que j'ai appelé la guerre hybride. Et surtout une stratégie qui voudrait déstabiliser davantage lorsqu'on sait le plan aussi dangereux qui était derrière cette organisation. Janvier Mbala, le Cameroun fait face à toutes ces difficultés, fait face également à une adversité qui est menée par les ONG à travers des rapports. Il y a même des associations et ONG qui existent sur le plan local, qui font des rapports dangereux sur le Cameroun. Mais pourquoi l'État reste passif et ne dénonce pas à ce niveau? Pourquoi? Parce que l'État a d'abord cette idéologie de pacifisme. Pour beaucoup, l'État, c'est le monstre froid, c'est celui qui abat, c'est celui qui déchire. Mais lorsque vous avez un président, un chef d'État, comme son Excellence Paul Biya, vous comprenez tout simplement que c'est à travers le silence et l'action en sus que nous pourrons agir. S'il y a deux choses qui contribuent à unifier les hommes, ou alors les Camerounais aujourd'hui, c'est le football, c'est l'armée. Il n'y a pas de tribalisme dans le football. Il n'y a pas de tribalisme dans l'armée. Pourquoi? Parce que leur rôle est de défendre les couleurs nationales. Moi, je le dirais terre à terre. Ces ONG, ces associations ont un rôle précis. Tout mettre en œuvre pour faire partie. Vous pensez qu'il y a un plan qui est caché derrière? C'est clair, c'est une lecture claire. Elle est claire. Ces ONG mettent sur pied des stratégies pour faire partie du président Biya. Et cela se fait de toutes les façons qu'elles se feront. Donc, ce sont des actions qui sont mûrement réfléchies, mûrement pensées pour délocaliser l'homme du 6 novembre
Si par exemple, on prend un cas concernant l'armée camerounaise, puisqu'on a reconnu tout à l'heure qu'à un certain moment, le chef de l'État a prescrit des enquêtes sur des bavures qui auraient été posées et reconnues aux éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Est-ce que lorsque les ONG s'appuient sur des éléments tels que cela pour rendre public certaines informations, est-ce que ces ONG sont, dans la désinformation, est-ce qu'elles sont dans une volonté manifeste de nuire au pouvoir en place? Cela prouve une fois de plus de la crédibilité du chef de l'État qui voudrait instaurer un climat de paix, de sécurité, de démocratie et donner un certain pouvoir aux ONG de sorte à ce qu'ils puissent accomplir seulement leurs tâches. Où étaient ces ONG? Quel est le rapport? Montrez-moi le rapport. Lorsqu'on a égorgé nos sœurs, on a égorgé nos sœurs et on balancé dans les réseaux sociaux comme si c'était un pot. Où est ce rapport? Où sont ces rapports? La liste est loin d'être exhaustive. Il faudrait mettre sur pied une pratique d'équilibrisme qui permet à ce que, comme l'armée effectue parfois des bavures au sein de la population, ces ONG également puissent dénoncer les exactions de ces sécessionnistes, de ces tueurs de barbares, pour permettre à ce que et que les rapports soient rendus publics à tous les niveaux. Et qu'il y a un certain équilibrisme, comme vous l'aviez évoqué. Parce que si c'est pas ce cas, on a l'impression que ces ONG ont pris parti. Alors le rôle de l'ONG n'est pas de prendre parti, mais de se placer au centre et pouvoir réguler la société d'une certaine manière selon son fil d'art. Merci Jean-Pierre Mbala. Le temps de retrouver le maire de Ngoumo, Jean-Baptiste Atemengue. Je voudrais d'abord souligner que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, prenons seulement le cas du sud-ouest, dans un département, allons dans le Déby Alem, pour savoir que dans cette localité, il y aurait quand même la terreur depuis un bon bout de temps et qu'il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé roi dans cette partie, appelé très connu sous l'appellation de Phil Marshall, et qui a choisi de décapiter parfois et même de chasser les chefs traditionnels dans cette partie du Cameroun. Est-ce que lorsque les ONG relèvent aussi des faits tels que cela, est-ce que ce n'est pas la volonté pour ces ONG de se dire que l'armée camerounaise travaille, mais qu'il y a des points sensibles où cette armée devait intervenir, mais elle ne le fait pas? Je crois que les ONG ont le droit de faire leur travail à condition qu'elles soient objectives. Mais on voit très bien que ces ONG concernant le Cameroun, et surtout certaines ONG, je ne sais pas qui les finance, mais ils ont une mission de déstabiliser le Cameroun. Ça saute à l'œil nu, à chaque rapport, on revient dessus. Je crois que autant on ne peut pas rester indifférent puisque il faut répondre à leurs attaques. Je considère ça comme des attaques. L'armée nationale, c'est l'État. L'armée nationale, c'est l'État. Ce n'est même pas un parti politique. Nous sommes dans des partis politiques, nous mobilisons l'opinion, nous sommes candidats aux élections, mais l'armée n'est pas dans ce jeu politique. L'armée, c'est le cœur de l'État. Sans armée, il n'y a pas de démocratie. Sans armée, il n'y a pas de sécurité, il n'y a même pas d'État, il n'y a pas de territoire, donc il n'y a rien. Et je crois que certains de nos compatriotes, je ne sais pas, je me pose souvent des questions, qu'est-ce qui peut motiver, y compris politiquement motiver certains compatriotes à s'attaquer à ce point on a vu à l'État du Cameroun. Le gouvernement de la République réagir sur les intentions ou alors les éléments posés par certaines ONG sur le Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a souvent réagi à travers les conférences de presse, même le ministre de la communication, mais depuis ces derniers temps, il n'y a pas trop ces sorties peut-être qui sont pris par la pandémie de Covid-19 qui est là et qui davantage fragilise le quotidien des Camerounais et partant même l'économie nationale. Non, je crois que c'est bien de réagir quand il y a des cas majeurs. Il n'est pas exclu qu'il y ait des bavures dans l'armée. Toutes les armées du monde entier commettent des bavures. Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est noble, c'est de sécuriser le territoire, c'est d'engager leur vie pour notre sécurité. Et je trouve très ingrat et très peu patriote de mener comme activité le dénigrement de l'armée de son pays. Je trouve que certains devraient avoir honte
quand les étrangers voient certains de nos compatriotes agir ainsi, ils ne peuvent que nous mépriser. Parce qu'ils se disent que, voilà, ces nègres n'ont aucun sens de l'État. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Et ça tourne à la sorcellerie du village. Il n'y a aucune raison politique ne justifie que des ressortissants d'un pays, même si une ONG, on suppose, qui n'est pas camerounaise, et qui a ses activités et ses objectifs vis-à-vis du Cameroun, pond ses rapports mensongers, mais que des acteurs nationaux s'en servent pour dénigrer l'armée de leur propre pays, cela ne se justifie pas. Vous pouvez donc parler de patriotisme. Non mais on comprend, puisque nous sommes là dans une crise où effectivement la crise du nord-ouest, du sud-ouest n'a aucune dimension nationale ni patriotique. C'est une crise tribaliste, de tribalisme, de repli identitaire, et que certains pensent que on peut combiner la nation, la construction de la nation avec ce type de comportement. Le chef de l'État et un certain nombre d'entre nous, nous sommes très constants, j'allais redire dessus. La nation a vocation à assimiler les citoyens vers un idéal républicain. C'est ce que les pères fondateurs ont voulu bâtir. Maintenant, nous sommes une nation avec beaucoup de diversité linguistique, culturelle. Il faut gérer cette diversité, qu'elle soit plutôt une richesse pour nous tous. Une richesse pour nous tous. Que le français soit une richesse pour les anglophones de naissance ou de culture, que l'anglais soit une richesse pour ceux qui initialement étaient de culture francophone, ce qui est déjà le cas. Donc nous avons beaucoup avancé et l'idéal type de notre nation sera celle où nous aurons tous acquis cette diversité comme culture, comme identité nationale. Et ceux qui veulent faire du séparatisme aujourd'hui, qui veulent faire la division, qui veulent faire le repli identitaire, c'est eux qui sont contre le principe même de la démocratie. Vous ne pouvez pas faire la démocratie à partir des identités primaires, primitives. Parce que la démocratie même, on en parle là, des droits de l'homme. Quand vous allez invoquer les droits de l'homme, les droits de l'homme n'ont de sens que dans un monde où l'universalité, l'universalisme, les valeurs qui rassemblent, qui sont au-dessus des appartenances primitives, dominent. Mais vous ne pouvez pas faire de démocratie, de droits de l'homme, si chacun est Bakwere Bambleke et Wondo Boulou. Et ce qui frise d'ailleurs la division. Donc, vous ne pouvez pas, et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Regardez autour de nous. Ça commence par la démocratie, on s'enchaîne avec le tribalisme et les machettes et les houssorts. On en est là au sud-ouest. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Donc, ceux même qui sont promoteurs, qui cotisent, qui soutiennent ces terroristes pour diviser et semer le désordre dans la nation, sont les premiers à aller encore acheter les ONG pour venir ternir l'armée qui essaie de mettre de l'ordre, qui essaie de rétablir l'ordre républicain. Et c'est vraiment honteux. Et je crois que l'histoire jugera certains. C'est vrai que nous avons un art de retournement des choses, parce qu'un jour on vous dira que certains sont devenus des nationalistes, des héros, parce qu'ils ont coupé les têtes des enfants, parce qu'ils ont coupé les têtes des infirmiers, parce qu'ils ont coupé les têtes des soldats. Le Cameroun, avec la sorcellerie que je vois au Cameroun, tout est possible. Merci, monsieur le maire. Albert, je vous reviens dans un petit moment, le temps de repartir dans la région du littoral à Douala, Stéphane, pour quelques minutes juste, parce que le temps nous tient à la gorge. Réaction, Stéphane, sur la thématique de ce soir. Les ONG, les associations et autres accusent l'armée camerounaise. Ce n'est pas la première fois que l'armée camerounaise soit indexée dans de tels rapports, mais des rapports qui n'inquiètent en rien la stabilité des institutions de la République. Bonsoir à nouveau, Stéphane. Une fois de plus, bonsoir Serge Bondje. Pour ce qui est de cette situation, mettant aux prises l'armée camerounaise, ou alors l'armée camerounaise, disons l'armée camerounaise, avec cette ONG Human Rights Watch, j'aimerais vraiment qu'on précise d'abord les faits. Parce que pour ce qui est de ce dernier rapport qui vient juste de paraître et qui a été fustigé par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, il s'agit des faits qui sont déroulés dans la nuit de samedi 29 février au dimanche 1er mars dernier. Il s'agit d'une opération de quadrillage, de bouclage d'un village, le village Ebam précisément, où l'armée avait des renseignements que s'y logeaient ou alors s'y réfugiaient des bandits, des terroristes
qui partaient de cette base arrière-là pour semer la terreur dans l'arrondissement de Youmedjok, dans le nord-ouest du Cameroun. Et au cours donc de cette opération de bouclage, l'armée a eu à mettre la main sur des armes, sur un certain nombre de matériels qu'utilisaient donc ces terroristes pour commettre leur forfait. Et il y a environ 35 personnes que l'armée a eu à arrêter à cette occasion. Les informations que le ministre de la Défense nous a servi font état de ce que le même soir, c'est-à-dire dans la nuit de l'opération en question, dans le petit matin du dimanche, on va le dire ainsi, l'armée a libéré une première personne qui présentait un certain nombre de problèmes de santé pour qu'il puisse être pris en charge. 34 autres ont subi une série d'interrogatoires. Et à la fin, d'après ce que le ministre nous a fait savoir, plusieurs qui n'avaient rien à se reprocher ont été relâchés. Mais on ne sait pas comment est-ce que Human Rights Watch revient sur cette affaire en parlant de crimes sexuels commis par certains membres de l'armée camerounaise à cette occasion-là. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je préfère rester prudent parce que je n'ai pas les preuves qui démentent ce que Human Rights Watch a eu à dire à cette occasion-là, parce qu'on sait que c'est grâce à leur dénonciation aussi que le président de la République a eu à rappeler à l'ordre certains membres de l'armée à l'occasion des affaires de Ngarbou, à l'occasion d'autres affaires. Donc, on ne peut pas jeter comme cela ces remarques ou alors ces rapports que font Human Rights Watch à l'occasion de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Seulement, et là où je rejoins les autres panélistes, c'est que c'est pernicieux la méthodologie utilisée par Human Rights Watch, par cette ONG et par d'autres qui sont également sur le terrain des opérations dans le nord-ouest et même dans le sud-ouest, et pour certaines ONG également dans l'extrême nord du Cameroun. Ce qui est pernicieux, c'est de mettre sur le même pied d'égalité, en termes d'analyse, l'armée camerounaise, l'armée républicaine et des personnes qui ont pris les armes contre la République. Cela, ma foi, c'est incompréhensible de considérer des personnes des terroristes qui sont appelés comme tels dans d'autres régions, dans d'autres situations, dans d'autres États, pour les protéger de la même manière qu'on devrait protéger l'armée camerounaise. Je comprendrais si Human Rights Watch se préoccupait essentiellement de la protection des populations. Là, nous sommes tous d'accord que les populations doivent être protégées dans cette situation-ci, mais de là à mettre sur le même pied d'égalité des personnes qui prennent des armes pour combattre la République du Cameroun, ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible dans la méthodologie de travail de Human Rights Watch. Maintenant, lorsque cela est dit, il faudrait reconnaître quand même que c'est une situation très complexe pour l'armée du Cameroun et même pour le Cameroun de manière générale. Parce qu'ici, nous sommes dans une situation pratiquement de guerre. J'ai toujours du mal à utiliser ce mot, mais on va y aller. On va peut-être l'employer pour les besoins de l'expression. Dans une situation de guerre ou de conflit armé, voilà, disons ça comme ça, entre des Camerounais. C'est-à-dire, l'armée est face à d'autres Camerounais. Des Camerounais qui ne sont pas en treillis, des Camerounais qui sont difficilement identifiables. C'est-à-dire, lorsque vous menez une opération de bouclage, comme ça a été le cas le 29 février dernier, vous entourez un village, vous savez effectivement qu'il y a des terroristes dans ce village, mais comme ils ne sont pas entrés, ils n'ont aucune marque d'identification précise, vous ne savez pas exactement à qui vous avez affaire. Toute personne dans le village peut être ce terroriste ou pas. Et c'est difficile, c'est une situation de guerre asymétrique, c'est une situation de guerre particulière et c'est toujours compliqué pour des éléments de l'armée de pouvoir démêler les écheveaux, de pouvoir savoir qui est le mauvais grain, qui est le bon grain dans toute cette affaire. Et c'est cela qui amène parfois, c'est vrai qu'on ne le légitime pas, on ne l'accepte pas, ça amène parfois certains membres de cette armée-là, certains soldats, parfois du fait de certains excès de zèle, à commettre certains forfaits, à poser certaines actions qui sont, ma foi, regrettables. Mais de manière basique, je ne pense pas qu'une organisation non gouvernementale qui est également, qui reçoit des financements des États
qui mène la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale devrait arriver dans un jeune État ou dans un État comme celui du Cameroun et mettre sur le même pied d'égalité des personnes qui prennent les armes contre la République et en cela on les qualifie de terroristes et l'armée régulière. C'est pour cela que je pense que les méthodologies de Human Rights Watch devraient être reconsidérées. Dernière chose que je pourrais dire à ce sujet, Serge Bondier, c'est que moi aussi je crois que l'État du Cameroun en fait trop parfois. C'est parce que l'État donne une certaine considération, donne un certain crédit à ses rapports parfois aussi que... Merci Stéphane pour cette réaction. Forcément, on vous reviendra. Hein. Merci pour cette contribution. Retour dans ce studio en 1 ou 2 minutes sur le sujet. On va boucler avant de prendre la dernière thématique qui a trait au Sénégal avec tout ce qui se déroule dans ce pays. C'est le dernier changement. À vous, monsieur le maire, en 1 ou 2 minutes. Et on va conclure parce que nous avons quelques minutes encore égrenées avant la fin de ce programme. Non, je pense que il faut rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'universel. La République est la même partout, les mêmes valeurs. Les droits de l'homme, nous voulons y aller, les respecter pour nous-mêmes. C'est pour la dignité du Camerounais. C'est pour ça que nous avons instauré une démocratie. Il est évident qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit l'armée ou la police ou l'administration abuse de son autorité ou de son pouvoir pour priver ou causer un préjudice moral à un autre Camerounais. Sauf qu'effectivement là, nous sommes face à des gens qui ne partagent pas ces valeurs. Que ce soit à l'extrême nord, ce sont des gens qui ne partagent pas nos valeurs républicaines et la conception de notre nation. Ça devient très dangereux. Ceux qui causent des actes terroristes dans le nord-ouest, sud-est, pareil, ce sont des gens qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne veulent ni démocratie, qui ne veulent ni droit de l'homme, qui ne veulent ni république. Et qui sont calés dans la sécession. Et donc, dans ce cas, comme partout dans le monde, tous ceux qui le font, nous devons être solidaires et les puissances qui hébergent ceux qui financent d'ailleurs, ça doivent être... Merci. Non seulement, ce n'est même pas que ça, doivent être conséquentes, parce que ce sont ces puissances qui nous exhortent à avancer dans notre démocratisation, mais quand ils hébergent et soutiennent ceux qui combattent cette démocratisation, il faut être logique. Là, il y a une contradiction notoire. Merci. Avant réaction, en quelques secondes, ça va beaucoup nous aider. Bon, je dirais tout simplement que la situation est malencontreusement biaisée. Elle est biaisée peut-être de façon objective par ces ONG. Parce que, vous, comme Stéphane le disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas mettre au même pied d'égalité un terroriste et un soldat de l'armée régulière. Ce n'est nulle part admissible par le droit international humanitaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les bavures sont universelles à toutes les armées. C'est une réalité. Lorsque vous regardez les rapports qui ont été pondus par Wikileaks sur les bavures de l'armée américaine en Irak, vous allez découvrir des atrocités qui dépassent celles dont sont accusées l'armée camerounaise. Donc voilà des réalités. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. La seule analyse scientifique que nous avons sur la question, n'est-ce pas, des interventions des ONG du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la théorie de la guerre hybride. Parce que lorsqu'on observe que les personnes qui commanditent ces exactions à partir de l'étranger sont hébergées dans les pays puissants de ce monde et que ces personnes-là ne sont pas interpellées, au-delà de tout, je pense qu'il y a problème. Maintenant, les autorités elles-mêmes également doivent pouvoir engager dès le départ des poursuites judiciaires. Parce qu'il faut, si les autorités de ces pays qui les hébergent ne les renvoient pas ici, il faudrait que nous-mêmes on engage déjà une procédure judiciaire à leur encontre. Ne serait-ce que par voie diplomatique. Ne serait-ce que par voie diplomatique déjà. Janvier, en quelques secondes, on sort sur quelques secondes, je ne vais pas revenir sur tout ce que il faut rester vigilant. Les aînés ont dit par rapport à tout ce qui se dit par rapport aux bavures et tout. Moi, je vais directement interpeller ces personnes-là qui n'ont de cesse que de vouer aux gémonies le sort du Cameroun. Vraiment, nous avons besoin de paix. J'invite une fois de plus à la suite du président Biya, le sécessionniste, à sortir des armes. Et surtout à trouver, à déposer les armes. Hein. À déposer les armes. Le CNDD s'est réuni aujourd'hui à Yaoundé.
avec le chef du gouvernement pour voir comment davantage encadrer cette jeunesse. Désolé, nous allons sortir de cette thématique, mais je vous accueille avec la prochaine. C'est vrai qu'on a moins de 5 minutes pour conclure cette émission. Si on peut aller à la 1 minute, ça va assez intéressant. Alors au Sénégal, à l'international, on parle de cette instabilité depuis quelques jours. L'opposant principal, Ousmane Sonko, demande aux populations de descendre dans la rue. Le chef de l'État, Macky Sall, est sorti de sa réserve. Il appelle les Sénégalais à la retenue et surtout à l'union et des appels à négocier autour d'une table. Est-ce que cette volonté manifeste du chef de l'État de négocier au plus fort de la crise sénégalaise, qui est une crise véritablement sociale, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que la paix peut être pour les prochaines heures au Sénégal? Tout à fait, la paix peut être pour des prochaines heures. Parce que lorsqu'on fait une sorte d'historicité du problème du Sénégal aujourd'hui, on se rend compte que le principal opposant, qui est devenu le principal opposant, Ousmane Sonko, à travers des actions menées sur le terrain, à travers l'histoire du viol de la petite fille, de la petite coiffeuse, de la petite maquilleuse de 20 ans, à travers son insolence vis-à-vis des autorités policières, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train d'être fait par esprit, comme on le dit au quartier. Pourquoi? Parce que nous avons un président, Macky Sall, qui décide de refaire les tests constitutionnels en mars 2019, où il décide de ne plus se présenter, ou alors de ne plus où les tests sont clairs, qu'il n'y a pas de croisé mandat pour les chefs d'État. À côté, on a le principal opposant qui essaye d'affûter des armes pour préparer la prochaine présidentielle. Donc c'est une paix qui sera conciliée lorsque les deux partis vont s'entendre. Et ce qui est d'ailleurs favorable pour le chef de l'État qui demande, qui s'assied, qui discute. Je vous reviens forcément avant la fin. Mais est-ce que cette négociation est sincère? C'est pas une négociation sincère. Parce que le président a reçu le président a reçu des chefs religieux qui a fait en sorte qu'il libère le principal opposant. Il est libéré, mais il est toujours inculpé pour les chefs d'accusation, notamment de viol. Mais que le président Macky Sall, parce que le temps à la régie ne va pas beaucoup nous aider. Que le président Macky Sall lève les hostilités. Il dit s'il sera candidat, parce que cette façon, voilà, c'est ce mot qui va permettre à ce que les cœurs soient apaisés et que la paix revienne. C'est compris. Monsieur le maire, réaction sur le Sénégal. Allons plutôt peut-être vers les pistes de solution, ou alors de sortie de crise. On ne peut pas donner des leçons à notre État. Je crois que nous avons tous les mêmes problèmes, sauf que ça montre tout simplement la duplicité d'un certain nombre d'acteurs politiques africains et l'immaturité démocratique de beaucoup d'entre eux. C'est le même problème qui se reproduit partout. Lorsqu'il y a, comme disent les autres, l'hirondelle n'annonce pas le printemps. Lorsque il y a souvent ces soubresauts, beaucoup nous donnent des leçons de morale et nous envoie apprendre la démocratie ailleurs, mais je vois qu'à chaque coup j'ai plutôt l'impression de dire que nous évoluons progressivement, mais sûrement au Cameroun. Comment un opposant peut demander à un chef d'État de ne pas se présenter pour 2024 et de motiver avec un appel au boycott et à la descente dans les rues des populations, cette fois-ci dit de manière pacifique? Est-ce que l'intention n'est pas celle de nuire à la stabilité du pays? Ce sont les mêmes méthodes partout, nous avons vécu ça ici. Mais le problème est le suivant, c'est que la démocratie représentative a ses règles. Et, sauf que chez nous en Afrique, il arrive que les acteurs ne respectent pas ces règles du jeu. Il y a élection de façon périodique. Il y a un calendrier. Et ils sont les premiers à fausser le jeu politique. Et tout le monde veut les fausser et ne veut pas jouer la carte de la transparence. Vous voyez, mon président national a toujours essayé de jouer à la carte de la transparence. De la transparence. Même si l'opposition revendique encore beaucoup de choses. C'est à revoir sur notre à la dernière élection présidentielle, c'est pas nous qui avons joué faux jeu. Ce sont les autres qui ont tenté le coup d'État, l'insurrection le lendemain. Mais nous essayons d'être transparents. Et je crois que c'est bien pour l'apprentissage progressif de la démocratie. Et il faut un certain détachement, une certaine élévation d'esprit pour qu'un leader puisse organiser les choses de façon transparente et détachée. Et je crois que beaucoup d'acteurs en Afrique
n'ont pas la même expérience et la même hauteur que mon président. Je crois que c'est pour ça. D'autant plus que sur le plan géographique, il y a forcément une grosse différence, et même sur le plan de l'implémentation des décisions de la République. Alvin, sur la question du Sénégal, doit-on rester dans une dynamique où le président de la République, Macky Sall, d'ailleurs s'est adressé à son peuple? Est-ce que l'emprise ou alors l'arrestation du député opposant Ousmane Sonko a été l'élément qui a mis le feu aux poutres? Est-ce que les crises sociales, le mal-être des populations sénégalaises qui estiment qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, comme on dit, elles se nourrissent mal? Le président Macky Sall a promis des choses qui n'ont jamais été réalisées. Est-ce qu'en l'état, il y a une possibilité d'avoir cette stabilité et que le jeu politique soit véritablement mené sans qu'il y ait des actions de part et d'autre qui empêchent la stabilité du pays? Parce que les ONG ont appelé depuis hier à des marches dans le pays, mais quelques partis politiques de l'opposition ont choisi de ne pas suivre cet idéal et d'appeler à l'apaisement. Vous savez, beaucoup de leaders politiques en Afrique jouent la carte de la légitimation populaire. C'est-à-dire, ils s'inventent une légitimité sur le plan populaire. Macky Sall a joué cette partition-là sur ce logiciel, je voulais dire. Sonko aujourd'hui joue sur le même logiciel. Mais le danger dans cette affaire, c'est de rendre la rue de plus en plus absurde. Absurde dans quel sens? Absurde dans le sens que il suffit de mobiliser le logiciel du manque d'emploi, le logiciel de la souffrance, le logiciel des douleurs des populations pour les soulever. Et on risque de se retrouver avec des situations à répétition où on aura un éternel recommencement. Et le plus amusant entre guillemets dans cette affaire, c'est que les pays qui hier étaient présentés comme des modèles de transition politique sont aujourd'hui en train de se construire une oligarchie qui refuse de laisser la main sur les rentes de l'État. Parce que l'enjeu dans cette affaire, ce sont les rentes de l'État. Voyez-vous même le nombre de marchés que Macky Sall a géré entre-temps. Et vous pensez que le clan ou les réseaux dans lesquels il est ancré sont prêts à lâcher la main? Merci, chers messieurs, merci. Nous sommes arrivés au thème de l'émission. Merci à monsieur le maire de la commune de Ngoumo, Jean-Baptiste Atemengue. Merci à toutes et à tous, et merci à Alvin Teba pour cette contribution. Je souligne que vous êtes politologue. Merci également à Janvier Efa donc pour cette contribution ce soir. On espère vous retrouver très bientôt sur les antennes de Cam10 TV pour d'autres programmes ainsi alléchants. Quant à vous, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h30 sur cette antenne. Merci pour votre marque de fidélité. Bonsoir.